14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Et Jonathan Daval a donc fini par craquer. Après un jour et demi de garde à vue, le mari d'Alexia a avoué avoir tué sa femme. Il reconnaît donc avoir tué son épouse, l'avoir étranglée, mais parle d'un accident au cours d'une dispute conjugale, selon son avocat maître Randall Schwerdorfer. Bonjour, comment vit-on avec le mensonge d'un homme en qui vous aviez pleine confiance, que vous traitiez comme un fils, sur lequel vous ne vous posiez aucune question, qui du jour au lendemain va révéler sa face la plus sombre, celle du meurtrier de votre fille. C'est cette sinistre équation qu'ont dû affronter et tenter de résoudre les parents d'Alexia à l'hiver 2018, quand leur gendre, Jonathan Daval, a avoué après 3 mois de triche et de larmes, qui n'étaient au fond que des larmes de crocodile, qu'il avait tué leur fille. Nous recevons aujourd'hui en exclusivité dans l'heure du crime Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, qui publient un livre témoignage sur cette épreuve. Alexia, notre fille, aux éditions Robert Laffont, coécrit avec Thomas Chagnot. Ils vont nous raconter comment ils ont vécu cette supercherie, comment la vie d'après n'a plus jamais été la même et quelles leçons ils tirent aujourd'hui de cette histoire. Un livre écrit à la mémoire d'Alexia, leur fille tuée, devenue l'un des symboles des féminicides en France. Isabelle et Jean-Pierre Fouillot sont aujourd'hui nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire Daval, le témoignage exclusif des parents d'Alexia, première victime d'un effarant mensonge dont la mécanique se met en place à l'automne 2017 dans une petite commune de Haute-Saône. Ce vendredi 27 octobre 2017 au soir, Jonathan Daval et son épouse Alexia ont rendez-vous chez les parents de la jeune banquière, à Grès, localité entre Vesoul et Dijon. Le couple est invité à une soirée raclette, un dîner en famille pour profiter de la présence de Stéphanie, la sœur d'Alexia, venue avec son époux Grégory depuis la région parisienne. Alexia est heureuse de retrouver celle qui est depuis longtemps sa confidente. Stéphanie sait que le couple connaît des hauts et des bas, sa sœur rêve d'avoir un enfant et fait tout pour y parvenir. Alexia déplore que Jonathan soit trop souvent absent, comme fuyant, et peut-être apeuré à la simple idée de fonder une famille. Aucun incident particulier ne vient toutefois émailler cette soirée. Une soirée tout ce qu'il y a de plus normal. On n'a senti aucune tension, rien du tout, témoignera plus tard le père d'Alexia, Jean-Pierre Fouillot. Il est un peu plus de 23h quand les Daval quittent la maison pour rentrer chez eux rue du Sonjour. La dernière image d'Alexia vivante est celle d'une caméra de vidéosurveillance qui filme la voiture du couple qui passe sur une place de Grès-la-Ville. Le lendemain, samedi 28 octobre, 9h, Jonathan Daval se rend chez sa mère et son beau-père à Velay, une commune proche de Grès. Il prend un café, sa mère ne le trouve pas dans son assiette, il raconte qu'Alexia n'est pas en forme, elle fait des malaises et n'en fait qu'à sa tête. Il lui a déconseillé d'aller courir seule en forêt ce matin, mais elle est partie quand même. Jonathan passe ensuite à la terrasse, le bar tenu par ses beaux-parents. L'informaticien, 33 ans, est ici chez lui. Il ne se gêne pour rien. Il passe derrière le comptoir, se fait lui-même son café. À son beau-père, Jonathan confie son inquiétude à propos d'Alexia. Je l'ai trouvé fatigué, mais bon, je l'ai laissé aller courir. À 10h37, il doit aller récupérer une imprimante. Il envoie un texto à Alexia qui alors a déjà perdu la vie. Ne m'attends pas pour la douche. 11h, Jonathan est de retour chez ses beaux-parents. Cette fois, il est affolé. Alexia n'est pas rentrée, il lui est arrivé quelque chose, pleure-t-il. Les Fouillots ne s'inquiètent pas car Alexia vient d'envoyer un texto à sa sœur. Tout le monde ignore que c'est Jonathan qui l'a rédigé. Les heures vont passer, l'inquiétude ne va désormais cesser de croître. Battu, gendarme, appel à témoins pour retrouver la jeune employée du Crédit Mutuel. 2 jours de recherche et d'agitation. Lundi 30 octobre, 14h35, des élèves gendarmes découvrent un corps dans le bois des Moulins. Une jeune femme couchée sur le dos, recouverte de branchages et d'un drap blanc. La victime, qui porte des baskets roses, a été en partie calcinée. Le bouchon d'une bombe aérosol est retrouvé à proximité. C'est bien la dépouille d'Alexia Daval, 29 ans. Jean-Pierre Fouillot et son épouse Isabelle ne l'apprennent officiellement que le lendemain à la gendarmerie de Grès. Le procureur Emmanuel Dupic leur annonce que le corps retrouvé est bien celui d'Alexia. Isabelle et Jean-Pierre Fouillot sont effondrés. Le père d'Alexia se souviendra avoir soutenu Jonathan pour ne pas qu'il s'écroule. Le mari éploré va passer une semaine à pleurer. Ses beaux-parents ne cesseront de le soutenir à bras-le-corps lors de la marche blanche, puis des obsèques d'Alexia. Bonjour Isabelle et Jean-Pierre Fouillot.
Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous publiez un livre, Alexia, notre fille, la vérité sur l'assassinat de notre fille. Un livre qui paraît aux éditions Robert Laffont, coécrit avec Thomas Chagnot, qui est également dans ce studio et que l'on salue. Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, je vais peut-être commencer par Isabelle, par la maman. C'était important d'écrire ce livre, apporter finalement votre pierre personnelle et d'écrire cette vérité, votre vérité. Oui, c'est plus qu'une vérité. On écrit la vie d'Alexia avec Thomas Chagnot. Il est venu nous voir justement pour rendre hommage à Alexia et c'est la plus belle chose que l'on puisse faire pour nous des parents. Et je veux dire aussi que la sortie de ce livre, le 28 octobre, sort parce que ça fait 4 ans qu'Alexia est décédée. Ça fait exactement 4 ans qu'Alexia le 28 est décédée. est décédée. Et c'est pour ça que la découverte du corps. Voilà, et c'est pour ça que ce livre a une date bien particulière, c'est le jour de la mort d'Alexia. Alors ce livre, nous l'avons écrit déjà pour rendre hommage à Alexia, qui le mérite tellement elle a été salie par son mari et son défenseur. C'est pour comprendre comment elle s'en est arrivée là, et pour nous aussi, pour comprendre comment on a pu en arriver là et ne rien voir. Et la dernière chose, c'est pour laisser un témoignage à nos petits-enfants. Et ça, c'est très important pour nous. Et ça, c'est effectivement très important. On va voir effectivement ce que vous dites très bien, Isabelle Fouillot, comment on en est arrivé là. Au début, on a Jonathan, il est parfaitement intégré. J'ai dit, c'est comme votre fils. C'est ça, exactement, Jean-Pierre Fouillot. Ah, c'est exactement ça. Jonathan, on l'a considéré comme notre fils jusqu'à sa garde à vue. Jusqu'au moment de la garde à vue, à aucun moment on aurait pu penser que c'était lui. Jonathan, on a tout fait avec lui, avec Alexia. C'était tout coulait, il n'y avait aucun souci à se faire. Et c'est notre problème, il est là, c'est qu'on croyait que tout allait bien, mais on ne connaissait pas la vraie personnalité de Jonathan. Vous ne connaissiez pas la vraie personnalité de Jonathan. Vous êtes au courant de ces problèmes de couple qui arrivent? Pas du tout. Ah non. Pas du tout. Il faut dire qu'à l'époque... Votre fille ne vous parle pas? Non. Mais on travaillait, on avait un gros commerce, 7 jours sur 7. Moi, je faisais 10 heures par jour, Jean-Pierre 15. Et on ne se voyait quand même pas tous les jours. Et Alexia, je passais des lundis avec elle, mais j'avais vu qu'elle s'était un peu amaigrie. Et je mettais ça sur le compte du sport, d'une hygiène de vie, mais j'ai pas perçu de mal-être. Elle vous a pas envoyé de signal? Non. Non, aucun. Donc c'était le silence. Elle a parlé peut-être un petit peu à sa sœur, mais elle vous a pas envoyé de signal. Alors il y a évidemment cette découverte tragique où je suppose que évidemment vous vous souvenez parfaitement de ce moment quand on vous annonce que vous n'y croyez pas. Je crois que la veille les battues s'arrêtent. Jean-Pierre Fouillot, je crois que vous dites tiens, ça s'arrête très tôt aujourd'hui. Mais oui, par rapport au temps passé, et l'heure n'était pas tardive. Il faisait beau. Et il faisait un temps magnifique. On a trouvé que la battue s'arrêtait de bonne heure. Mais on n'a pas cherché plus loin. On s'est dit bon, nous on exécute. Les gendarmes savent ce qu'ils ont à faire. Mais ce qu'on savait pas, c'est que le corps avait été retrouvé. On ne le saura que quelques heures plus tard. Que le lendemain, d'ailleurs, officiellement, avec le procureur de la République. Alors évidemment, Jonathan, lui aussi, il est au courant. Oui, c'est vrai. Et pour cause. En tout cas, à ce moment-là, on ne le sait pas, mais de la découverte du corps. Il va être chez vous en permanence. Comment est-ce qu'il réagit? Qu'est-ce qu'il vous dit, Jonathan, là-dessus? Parce qu'il est chez vous tous les jours. Oui, mais il pleure, il est affalé. Par contre, il ne vient pas trop au bar, il ne vient pas se montrer. Mais c'est un pauvre petit chose qui a l'air tout malheureux et qui souffre. On a l'impression qu'il souffre. Je crois, Isabelle Fouillot, que vous avez même eu peur qu'il ne mette fin à ses jours. Tout à fait, à Noël. Bien sûr. Le jour de Noël, oui.
Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Eh bien, ce jour-là, ses parents, sa maman est partie, son fils vient de perdre sa femme, mais ses parents sont quand même partis faire Noël je ne sais où. Ils ont laissé leur fils tout seul. Donc, on l'avait invité à manger le jour de Noël chez nous. Et on devait aller l'après-midi chez mon frère, vers 17h pour le dessert. Et il n'est pas venu manger. Et le téléphone, il ne répondait pas. Alors on est parti chez mon frère, 17h, toujours pas, il répondait pas. Donc j'ai appelé sa sœur, et qui s'est inquiétée aussi. On a décidé de se retrouver dans la maison d'Alexia. Donc on est parti là-bas parce que c'était pas normal, il répondait toujours au téléphone. Donc c'était l'hiver, il faisait bien nuit, on arrive vers 18h, 19h. Pas de Jonathan dans la maison. Sa sœur avait les clés, on rentre, pas de Jonathan. Et là, tout d'un coup, il arrive en voiture et il nous dit qu'il avait passé l'après-midi au cimetière sur la tombe d'Alexia. Sauf qu'il était 19h et que le cimetière ferme à 17h. À quel moment, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, vous le dites, ils nous manipulent, ou vous ne vous le dites pas ? Non. Ça sera que bien plus tard. À aucun moment on imagine ça. À aucun moment. À aucun moment. C'est uniquement après qu'il ait avoué qu'on s'est demandé depuis quand il nous manipulait. La grande question pour nous, elle est là. Le procureur estime qu'Alexia, sans doute violemment frappée et en partie carbonisée, a été assassinée. Tous les soupçons vont alors se porter sur Jonathan, qui a accroché son alliance autour de son cou et apparaît comme un jeune homme brisé. L'autopsie pratiquée sur le corps d'Alexia décrit tout simplement le calvaire subi par la jeune femme, de multiples coups au visage et au crâne. Elle a été plaquée au sol comme si une lutte s'était engagée avec son agresseur. Une fois morte, elle a été en partie carbonisée dans l'espoir, naïvement peut-être, d'effacer toute trace. Les légistes sont intrigués par la présence d'un cocktail médicamenteux chez la victime. Tétrazépam, zolpidem et tramadol, relaxants, somnifères et antidouleurs. Aurait-elle consommé ces produits à son insu, volontairement droguée ? Malgré l'omniprésence d'un Jonathan effondré à tous les hommages rendus à son épouse, celui-ci est bel et bien dans la ligne de mire du procureur Dupic et des gendarmes. Le linge qui recouvrait le corps provient de la maison du couple. Jonathan aurait encore utilisé sa voiture dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017. 29 janvier 2018, après 3 mois d'enquête, il est interpellé. Il nie, longtemps, avec assurance, puis il craque. La veille des aveux, il était encore chez ses beaux-parents. Il ne se sentait pas bien. Isabelle et Jean-Pierre Fouillot l'avaient réconforté. Jonathan Daval raconte qu'Alexia a fait ce soir-là une crise. Il l'a plaquée sur le lit, il l'a étouffée, il ne voulait pas la tuer. Tout le monde est incrédule, en premier lieu les parents de la jeune femme qui se demandent si Jonathan ne dit pas n'importe quoi. Il reconnaît avoir étranglé son épouse et avoir transporté le corps dans le bois des Moulins, mais il réfute avoir tenté de la brûler. C'était un accident, répète-t-il. Thèse réfutée par la justice. Au lendemain des aveux, l'avocat du désormais mis en examen pour meurtre sur conjoint, maître Schwerdorfer, décrit un couple soumis à de fortes tensions, un mari dominé, rabaissé par la personnalité écrasante d'Alexia. Un expert psychiatre évoque lui un homme immature sur le plan affectif et dangereux sur le plan criminologique. 10 mois après le meurtre, 27 juin 2018, Jonathan revient sur ses aveux, revirement spectaculaire. Il se dit innocent, avance un complot familial, les Fouillots sont informés. Jonathan affirme même que c'est son beau-frère Grégory Gay qui aurait étranglé Alexia, un scénario tout aussi rocambolesque que désespéré. Jeudi 4 octobre 2018 se joue l'un des tournants de l'affaire dans le cabinet du juge Rodolphe Huguin-Létier. Jonathan est confronté à la famille d'Alexia qu'il tente maladroitement d'impliquer dans son aventure. Il maintient de façon têtue la thèse du complot familial contre vents et marées. Il affirme qu'il n'a pas tué son épouse, mais face à sa belle-mère, Isabelle Fouillot, il n'est plus le même homme. Isabelle Fouillot lui dit bonjour, reste calme et apaisante et lui montre, avec la permission du magistrat, une photo d'Alexia tenant dans ses bras Happy, le chat du couple. Jonathan est décontenancé, perdu. À la fin de la confrontation, il demandera à parler en tête-à-tête avec sa belle-mère. Il se mettra à genoux devant elle, avouant qu'il était bien le meurtrier, mais qu'il ne l'avait pas fait exprès. La reconstitution confirmera une dispute qui serait allée crescendo. Alexia l'aurait insulté, mordu. Ça m'a mis hors de moi. Tout ce qui s'était accumulé est remonté en même temps. J'ai pété
un câble. Et l'on retrouve Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, les parents d'Alexia, qui publient Alexia, notre fille, chez Robert Laffont, livre qui sort aujourd'hui, livre écrit avec Thomas Chagnaud. Isabelle Fouillot, vous tenez un rôle très important à ce moment-là de l'enquête. On sent que Jonathan, il dit à peu près n'importe quoi. Il est prêt à accuser sans doute la terre entière pour éviter toute responsabilité dans ce crime atroce. Qu'est-ce qu'il vous dit réellement, Jonathan, quand il est face à vous? Qu'est-ce qu'il vous demande quand vous avez réussi, vous, à le faire craquer? Il dit pas grand-chose. Il dit juste pardon. Nous, on sait que c'est lui de toute façon. Enfin, on sait que c'est pas nous déjà, parce que c'est nous qui sommes accusés. Mais nous, on sait qu'on est innocent. Donc, moi, je voulais qu'il craque parce que c'était une rumeur qu'ils avaient instaurée, et je peux vous dire que quand vous êtes accusé de meurtre et que vous êtes innocent, c'est quand même plutôt dur à vivre. Mais Jonathan, il m'a pas dit grand-chose, il m'a demandé pardon. C'est ça. C'est tout. Il pleurait? Et il pleurait. Et il pleurait, comme il a beaucoup pleuré d'ailleurs, tout au long de cette affaire. Hein. Oui. Et je le disais, des larmes de crocodile, on en est parfois sans doute pas loin. Dans votre livre, vous énumérez des comportements assez déroutants de la part de Jonathan. Je vais en citer un ou deux. La veille de la marche blanche, il est parti. Il s'est offert une escapade à Dijon avec votre Porsche, Jean-Pierre Fouillot, je le précise. Oui, c'est comme ça. Et puis après, il va s'offrir aussi une escapade dans le Jura pour un marathon, etc., etc. Ça, on ne le savait pas. Vous ne le savez pas, mais quand vous l'apprenez... on tombe des nues. On a appris ça quand on a eu le dossier. Donc, très longtemps après. Parce qu'il y avait des photos de lui au cinéma le 4 novembre. Hein, c'est la veille de la marche blanche. C'est 5 jours après le décès d'Alexia. Hein. Donc apparemment, il a bien récupéré. Donc il avait bien récupéré et il était plutôt bien dans ses baskets, comme on pourrait dire. De son geste, effectivement. Tout à fait. Mais bien sûr. C'était pas le même homme à l'extérieur que quand il était à la maison chez nous, durant tous ces 3 mois. Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit lorsque vous prenez réellement conscience que vous avez été abusé, qu'on vous a menti et sans doute manipulé? Jean-Pierre Fouillot. Pour être manipulé, oui, on a été manipulé. Comment on le ressent, c'est dur à dire parce que on n'y croit pas tout de suite. C'est le ciel qui nous tombe sur la tête, c'est l'inimaginable qui est en train de se mettre à jour. Et aujourd'hui encore, vous y croyez ou vous y croyez pas? Enfin, je veux dire, à ces mensonges, vous vous dites, mais comment on a pu être naïf à ce point-là? Mais bien sûr, mais si on avait vu le moindre indice, si on avait vu quelque chose. Comment a-t-on pu être naïf à ce niveau-là? C'est ce qu'on... Là, la question, on se la pose tous les jours. Ou aveugle. Hein? Mais bon, comme je dis souvent, l'amour rend aveugle, et puis je crois que c'est ce qui nous a fait... qu'on était dans cette situation-là. Vous diriez qu'il y avait de la perversion dans cette attitude? Tout à fait. On donne des exemples dans le livre. Hein. La perversion, on a choisi quand même le monument funéraire avec lui, le cercueil, la couleur de l'intérieur du cercueil. C'est lui qui choisit tout. C'est lui qui a tout choisi. C'est lui qui a tout choisi. Il vous accompagnait toujours dans ces moments de deuil intense, puisque là, Alexia, elle vient d'être assassinée. Tout à fait. Il a fait emmener le chat Happy sur le cercueil d'Alexia pour que Happy se sente bien. Il nous disait qu'elle était toute bizarre et qu'il faudrait que Happy sente Alexia à travers le cercueil pour qu'elle soit bien. Alors là, c'est de la perversion, mais... Si ça, c'est pas de la perversion... C'est un théâtre cynique. Oui, c'est ça. Voilà. C'est le plus cynique des théâtres. Le lendemain, il nous disait, Happy va bien, elle a retrouvé ses repères, alors qu'elle a assisté au meurtre, Happy. Oui, voilà, le pire dans l'histoire, c'est qu'Happy, la chatte, elle a assisté au meurtre. Elle sait ce qui s'est passé. Elle connaît la vérité. Et comme je dis souvent, il y a des fois... On est des vrais bebeux devant cette chatte, on la questionne,
pour essayer de savoir. Pour essayer de savoir. Bien sûr, mais je comprends. Mais quand on y pense, on se dit, mais arrête, t'es pas bien. Dans votre livre, et vous l'aviez déjà dit, mais vous le répétez et vous le développez, vous êtes persuadé, convaincu que Jonathan a drogué votre fille oui. plusieurs fois. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? C'est Grégory. Je précise quand même, la cour d'assises n'a pas retenu cette hypothèse. N'a pas retenu, mais a été dans notre sens, par contre. Oui. Vous êtes encore aujourd'hui persuadé qu'il y a eu ce cocktail de médicaments ? Oui. Grégory, il a fait un travail, notre gendre, qui est ingénieur, a fait un travail immense sur les cheveux d'Alexia. Il y a eu des analyses de fait. Et lui, il a recoupé ses analyses avec des tableaux en disant qu'à telle date, elle était enceinte ou elle prenait ses médicaments pour la stérilité. Et elle avait toujours des médicaments dans le corps. Et Alexia, c'était une personne sensée qui voulait un enfant. Elle n'aurait jamais pris de drogue qui allait à l'encontre de ce qu'elle désirait. Jonathan Daval ne va pas échapper à un procès devant une cour d'assises. Il sera jugé pour meurtre sur conjoint, une incrimination passible de la réclusion criminelle à perpétuité. Ce lundi 16 novembre 2020, la salle des assises de la Haute-Saône et du territoire de Belfort à Vesoul est comble. Difficile de lire les expressions de Jonathan Daval, seul dans le box des accusés, le visage masqué en raison de la pandémie. Lors du rappel des faits, on le surprend toutefois en train de cligner des yeux. « Pouvez-vous nous dire que vous avez agi seul ?» lui demande le président. « Oui », répond Jonathan. Il ne bronche pas quand des photos du corps d'Alexia, en partie carbonisées, sont projetées dans un silence de cathédrale. Les parents de la jeune femme ainsi que sa sœur ont préféré sortir. Maître Gilles Jean Portejoie avance une relation sexuelle post-mortem de la part du mari. Maître Cathy Richard, avocate d'une tante et d'un oncle d'Alexia, parle, elle, de préméditation. Le directeur d'enquête indique toutefois qu'aucune trace de violence sexuelle n'a été relevée et que la préméditation n'a pas pu être établie. La défense de Jonathan brandit des SMS d'Alexia qui auraient entraîné son accès de colère. En mai 2017, après une dispute lors d'un festival de musique, Alexia écrivait ainsi à son époux « C'est mon dernier voyage, j'espère que tu donneras à Happy plus d'amour que tu m'en as donné ». Au troisième jour du procès, Jonathan Daval s'exprime et présente ses excuses à la famille. Il est alors pris d'un malaise. Il reconnaît enfin avoir eu l'intention de tuer. Quand on étrangle quelqu'un comme ça, c'est pour donner la mort, dit-il. Les psys s'interrogent sur la personnalité de l'accusé, un homme dominé ou une personnalité multiforme, une personnalité caméléon, un individu qui serait secrètement beaucoup plus solide, beaucoup plus agressif, plus dominateur qu'on ne le croit, affirme un psychologue. Jonathan est un enfant, il n'a pas passé le stade de la puberté et de la maturité sexuelle, il a une mentalité d'enfant, donc il ne peut pas prendre de responsabilité d'adulte, déclare encore un expert. Et dans le studio de l'heure du crime aujourd'hui, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, les parents d'Alexia qui publient Alexia notre fille chez Robert Laffont, un livre qui sort aujourd'hui. Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, vous êtes évidemment à ce procès attentifs, scrupuleux. Vous regardez cet homme que vous connaissez bien, que vous avez traité comme un fils pendant des années. Qui est le Jonathan qui est en face de vous ce jour-là, à l'audience ? C'est le meurtrier de ma fille. C'est lui qui a fait du mal à notre fille. Puis quand je dis du mal, c'est vraiment l'horreur totale. Qui a fait le pire. Je pense qu'on ne peut pas faire pire comme horreur. Entre des coups de poing, un étranglement et brûler le corps, où est l'amour là-dedans ? Franchement, et même pour tenir debout, moi je suis obligée d'occulter cette horreur parce que j'arrive pas. Bien sûr. C'est trop douloureux. Jean-Pierre Fouillot, vous le reconnaissez, ce gendre que vous avez tant aimé, que vous avez épaulé dans sa douleur, ou sa douleur feinte en tout cas. Là, le jour du procès, je ne vois plus le Jonathan qu'on a connu. Je vois le meurtrier d'Alexia. Je ressens tout ce qu'il a pu faire à Alexia ce soir de drame. Ça n'a plus rien à voir avec le Jonathan qu'on a aimé. Est-ce que selon vous, à cette audience, ce procès qui est important, est-ce qu'il dit la vérité, Jonathan ? Jonathan, on n'entend pas beaucoup le son de sa voix pendant toute une semaine. Oui,
Oui, franchement, il va se tenir très en retrait. Hein. Ah oui. On a l'impression qu'il est absent de son procès. Il a peur ? Je ne sais pas. Puis avec le Covid, le masque, c'est vrai que c'était pas facile de voir ses émotions aussi, les expressions sur le visage. Hein. Et alors, les psys, encore une question. Les psys parlent d'un caméléon, une espèce de personnalité multiforme, comme Exactement. ça, plus costaud que ce qu'il y paraît, c'est ce qu'ils disent. Vous êtes d'accord avec cette définition ? On a eu des écoutes téléphoniques dans lesquelles il me parle d'une voix doucereuse, gentille, à l'image qu'il est. Et après, il appelle quelqu'un de sa famille et là, il dit ma belle-mère, elle me fait bien suer. Hein. Ah oui. Donc il y avait bien sûr. Et oui, en fonction de la personne qu'il avait en face de lui, il adaptait sa manière d'être. Voilà, c'est quelqu'un qui s'adapte. C'est le propre dans le caméléon. C'est le caméléon, il s'adapte. Le procès de Jonathan Daval va durer au total 6 jours et donner lieu dans les dernières heures à un dialogue tout aussi rarissime qu'exceptionnel entre la mère d'Alexia et l'accusé. Après 4 jours de débat, le président de la cour d'assises, Mathieu Husson, autorise Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia, à s'adresser directement à l'accusé, dans le but de la manifestation de la vérité. La famille est persuadée qu'Alexia voulait quitter Jonathan, idée qu'elle n'aurait pas supportée. L'ex-mari reste sur ses déclarations, parle d'une dispute, la dispute de trop. J'ai pas pu partir, j'ai pas pu m'enfuir, j'ai perdu pied, raconte Jonathan. Pourquoi l'étranglement ? Pour qu'elle se taise. Isabelle Fouillot lui lance alors « Tu ne l'entendras plus, tu as gagné, elle s'est tue à jamais. Tu sais, c'est la dernière fois qu'on se parle tous les deux. Je te souhaite un bon séjour en prison. Adieu. » Jonathan va rester le plus souvent impassible, la tête baissée. Il ne bronchera pas lorsque l'avocat général demandera contre lui la prison à perpétuité. Samedi 21 novembre 2020, peu avant 17h10, Jonathan Daval est reconnu coupable du meurtre d'Alexia, condamné à 25 ans de prison. Pardon, pardon, avait dit l'accusé avant que les jurés ne s'isolent pour délibérer. Jonathan Daval ne va pas faire appel du verdict, pas plus que le procureur de Vesoul, par souci d'apaisement. Jean-Pierre Fouillot estime que la justice a très bien fait son travail et a compris la douleur de la famille. J'espère qu'aucun Français n'oubliera Alexia, ajoute alors Isabelle Fouillot. Isabelle Fouillot, justement, j'espère qu'aucun Français n'oubliera Alexia et c'est pour ça que vous publiez aujourd'hui ce livre, Alexia, notre fille, chez Robert Laffont. Pourquoi ce besoin à l'audience ? C'était pas obligatoire, mais cette envie de lui parler. Peut-être l'ultime fois d'ailleurs qu'on parlerait. Bien, parce que je me suis dit que la première fois à la confrontation, j'étais arrivée à déclencher quelque chose pour avoir une parcelle de vérité. Et je me suis dit que j'aurais peut-être le pourquoi au procès. C'est ce qui me manquait, c'était le pourquoi. Parce que ce sont des mensonges qu'il dit quand c'est une dispute le soir, qu'elle demandait un rapport sexuel. Tout ça, c'est faux. Est-ce que vous savez aujourd'hui pourquoi il a tué Alexia, Jonathan ? Alors, le procureur de la République, Emmanuel Dupic, a été dans l'hypothèse que j'ai émise. Je pense qu'Alexia s'était rendu compte du personnage qu'il était et qu'elle en avait marre. D'ailleurs, dans le petit SMS que vous avez donné tout à l'heure, elle sent bien qu'il n'y a plus d'amour dans le couple. Elle le sait. Elle n'arrivera pas à avoir un enfant avec lui, elle n'arrivera pas à construire une vie avec lui. Et elle a envie de s'en aller. Et lui, Jean-Pierre Fouillot, il a peur de cette situation qui lui échappe. Oui, et il sent que la situation lui échappe exactement. Alexia a pris un train en marche que lui n'a pas su monter dans ce train. Il est resté à l'enfance. Et à partir du moment où ce soir-là, vraiment, ça éclate et il sent que tout lui échappe, la catastrophe se produit. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit qu'il aurait dû dire pour que vous soyez apaisé lors de ce procès ? Mais j'aurais voulu qu'il reconnaisse ce qu'il disait à la fin, que c'est un mensonge. Alexia avait pris un Stilnox où il lui avait ingurgité un Stilnox à son insu. C'est prouvé, il y avait un Stilnox le vendredi soir dans le corps d'Alexia. Un somnifère, c'est ça ? Un somnifère.
Alors, Alexia n'a pas demandé de rapport sexuel après avoir pris un somnifère. D'accord ? Et en plus, le somnifère avait dû bien dans un état de la désorienter. Alors, je pense qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Pour moi, il y a préméditation. Il y a préméditation, c'est ce que vous dites, c'est un assassinat selon vous. Oui. Vous n'avez pas demandé la perpétuité. Nous, la peine nous importait peu à ce moment-là. Qu'ils prennent 10 ans, 20 ans, 30 ans, nous, ce qu'on voulait, c'est qu'ils soient reconnus coupables. Et c'est ce mot coupable qu'on voulait entendre à la sanction finale, quoi. Vous avez, avec le recul aujourd'hui, le sentiment que la justice a bien travaillé dans cette affaire, que l'enquête a été correctement menée? Oui, par contre, question gendarmerie, procureur, tous les procureurs, tous les juges qui ont travaillé, juges d'instruction, je ne remercierai jamais assez la justice. Des enquêteurs. Heureusement qu'on les avait de notre côté et qu'ils savaient où était la vérité. Les photos projetées lors de l'audience, ce procès, c'était insupportable pour vous. Je ne les ai pas vues, j'ai jamais vu. Voilà, c'est une épreuve. On n'a jamais vu les photos, nous. On n'a pas voulu. Je ne peux pas. Imaginez-vous voir votre fille non, je ne peux pas. Dans l'état où elle devait être. Déjà, rien d'imaginer, je ne peux pas. Autrement, Et aujourd'hui encore, c'est difficile à concevoir et à imaginer. Oui. Imaginez-vous, parents, on vous dit déjà pour l'autopsie, votre fille va être autopsiée. On sait qu'elle a été massacrée, qu'elle a été brûlée. Et en plus, on va une fois de plus violer ce corps. Donc c'est insupportable. Par la science, bien sûr. Mais c'est très dur, très très dur. Pas de procès en appel pour Jonathan, 25 ans de prison pour un accusé qui aura longtemps tenté de s'exonérer de toute responsabilité. La justice est passée, mais demeurent les traces d'une tragédie qui ne s'effacera jamais. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard. Jusqu'à 15h30 sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Daval, la mort terrible d'Alexia. Son ex-mari Jonathan a été condamné en novembre 2020 à 25 ans de prison. En 2031, à la mi-peine, mais pas avant, il pourra formuler une demande de mise en liberté. Libération soumise à un long processus qui n'a rien d'automatique. Pour continuer de parler d'Alexia, depuis 1 heure avec nous dans le studio de l'heure du crime, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, les parents d'Alexia qui publient Alexia notre fille chez Robert Laffont, livre qui sort aujourd'hui, livre témoignage. Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, vous avez obtenu justice en novembre 2020. La justice est passée sur ce dossier. Est-ce qu'aujourd'hui, votre existence est pour autant apaisée? Non. Je pensais qu'après le procès, je pourrais vivre un peu plus apaisée et je me rends compte que c'est Alexia qui nous manque surtout. C'est le manque d'Alexia. Et c'est pourquoi on a fait ce livre aussi. J'ai besoin de parler d'elle, c'est viscéral. Je pense que toutes les personnes qui ont perdu des enfants ont besoin de faire exister leurs enfants. Je veux dire, Alexia, on l'a portée 29 ans. Je veux dire, je ne peux pas du jour au lendemain faire comme si elle n'avait plus existé. Et le drame qu'elle a subi, ce qui lui est arrivé qu'elle n'avait pas mérité, j'ai tellement envie, j'ai un besoin de le crier et de la raconter. Et d'en parler encore et encore, c'est ça. Et d'en parler encore et encore. Parce qu'on lui a fait trop de mal, comme on nous a fait trop de mal aussi. Donc c'est un moyen libérateur d'expliquer à toute notre famille ce qui nous est arrivé et que ça peut arriver à n'importe qui. Sur la tombe d'Alexia, Jean-Pierre Fouillot, je crois qu'il n'est pas écrit Alexia Daval, mais bien Alexia Fouillot. C'est évidemment un choix délibéré, mais c'était important aussi ça de couper avec ce passé. Ah oui, c'était important. Le fait de voir Alexia Daval sur la petite croix
avant que le monument soit érigé. C'était pas possible. C'était l'horreur de voir Daval. Le nom n'a plus sa place. C'est impossible, on ne pouvait pas. C'était... Et toute notre famille voulait qu'on l'enlève. Ah oui, de suite, à l'unanimité, tout le monde était... Il n'était pas question d'avoir cet appel à quelque chose d'insupportable pour vous. Ah oui, oui, ce cauchemar que vous le dites bien, Isabelle Fouillot, cauchemar que vous continuez encore à vivre. Est-ce que, question très simple, mais il faut la poser, vous lui avez pardonné à Jonathan, ou bien c'est impossible? Dites-nous la vérité. C'est impossible. C'est impossible. Non, c'est impossible. Plus le temps passe, plus on voit l'horreur de la chose et plus on sait qu'il nous a manipulés, qu'il a manipulé Alexia, mais pas que nous. Il a manipulé son patron, il a manipulé la terre entière. La France entière. Avec tout ce qui est organisé, les joggings et tout. L'histoire aurait pu être largement différente s'il n'avait pas fait ce mensonge de joggeuse. Ouais. Ça aurait pu être il faut savoir une autre histoire, mais là, il nous a quand même aussi accusé de meurtre. Ouais. Donc ça, c'est impossible. On sent bien que il n'y a pas de retour possible là-dessus. Non. Mais est-ce que vous ne le pardonnez pas, mais est-ce que vous le comprenez? Encore bien moins. Qu'est-ce que vous voulez que je comprenne dans cette histoire? Pour moi, il n'y a aucun amour. Je ne sais pas ce qu'il est venu faire dans notre famille. Je ne sais pas pourquoi il est venu chercher notre amour, chercher l'amour d'Alexia, si c'était pour en finir comme ça. C'est pourquoi tout briser, tout casser. Vous écrivez dans votre livre, justement, je le cite, le drame d'Alexia n'est pas simplement celui d'un couple qui explose, comme tant d'autres, c'est celui de la folie d'un enfant qui n'a jamais été aimé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'il a des fêlures, qu'il n'a pas eu une enfance normale, qu'il y a plein de choses pour avoir des réactions comme il a eu ou ce qu'il a fait, je pense que... Pour moi, il a eu des fêlures dans son enfance et ça a été dit au procès. Il avait des tocs, il avait des choses... on n'a pas des tocs innocemment. Mais ça n'a pas bien été évalué, tout ça. Y compris par les experts, etc. Oui, parce que pour eux, les experts, quand on a des tocs, on parle de violences sexuelles dans l'enfance ou de choses comme ça. Et le meurtrier a toujours nié. Donc après... Après, c'est toujours compliqué de savoir ce qu'il y a dans la tête de quelqu'un. Exactement. C'est toujours assez complexe. Est-ce qu'il vous a... il est incarcéré, Jonathan Daval, et il en a encore pour quelques années en détention. Est-ce qu'il vous a écrit depuis sa cellule? Est-ce qu'il a essayé de rentrer en contact avec vous? Non, jamais, à aucun moment. Non. Puis je crois que... Non, on ne l'accepterait pas. C'est pour raconter... une nouvelle version, encore un nouveau mensonge. Non, c'est pas possible. Merci beaucoup Isabelle et Jean-Pierre Fouillot d'avoir été les invités aujourd'hui de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu était à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.